poursuit notre analyse de marché avec Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Commençons avec la Turquie qui est un sujet récurrent. Alors pour les vétérans de marché, ça n'est sans doute pas une surprise, mais on voit à nouveau le pouvoir turc, Recep Tayyip Erdogan, qui limoge un patron de la banque centrale turque. C'est la troisième fois en moins de 2 ans que le patron de la banque centrale turque est limogé, avec évidemment quelques secousses très turques ce matin, Frédéric, mais que peut-on dire de la situation et de la manière dont la Turquie, je ne sais pas, aborde la situation économique du pays avec une inflation à 2 chiffres? Vous devez prendre une décision qui vous semble justifier, en l'occurrence monter les taux de 200 points de base, parce qu'effectivement, l'inflation, les anticipations d'inflation menacent de déraper, vous risquez votre carrière. Donc c'est forcément un contexte d'investissement également compliqué, un contexte pour l'économie d'abord très compliqué. On ne sait pas ce qui va suivre en termes de gouvernance de la Banque centrale, de taux d'intérêt, et puis d'évolution des prix. On note, et c'est la question qu'on se pose toujours, que la contagion vers le reste du continent est pour le moment relativement limitée. Vous l'avez noté à certaines institutions financières qui sont exposées, mais effectivement également très couvertes maintenant au risque turc. Ça fait 3 fois que ça arrive en 2 ans. Donc il est logique d'avoir des couvertures en place. Il me semble que les autres formes de contagion resteront limitées. Mais d'une manière générale, on sait que maintenant la classe d'actifs pays émergents, elle est complètement hétérogène selon qu'on parle de la Turquie, de l'Argentine, de la Chine évidemment, et puis des autres pays émergents. Un point commun peut-être qu'on peut citer pour terminer, c'est qu'un dollar qui ne se déprécie plus en 2021, là où on anticipait vraiment une tendance un peu plus structurelle, ça c'est un facteur commun qui pénalise l'ensemble de la classe émergente et qui pourrait au contraire l'amener à surperformer dans une deuxième partie cette année si la dépréciation du dollar venait à reprendre. Mais dans l'ensemble, il faut regarder chaque pays de façon idiosyncratique et la Turquie est malheureusement encore un de ceux dont les vulnérabilités macroéconomiques et financières sont les plus importantes. Bon, toujours effectivement les mêmes suspects, hein, les usual suspects sur les marchés émergents. La Turquie en fait largement partie avec des actifs turcs qui sont sous pression aujourd'hui avec des phénomènes de contagion relativement limités, vous l'avez dit Frédéric. Si on regarde le cas de la zone euro aujourd'hui, Frédéric, le cas de l'investissement de la zone euro, une zone qui s'enlise un peu sur tous les plans, malheureusement, sur le plan de la vaccination, qui a tort, qui a raison, c'est pas le sujet. On sait qu'on a pris un retard qu'on ne rattrapera sans doute pas, un enlisement peut-être également autour du policy mix, qui n'est jamais franchement optimal quand il est surdimensionné peut-être aux États-Unis. Est-ce qu'il est le moment de s'interroger sur le cas d'investissement de la zone euro aujourd'hui pour le marché, Frédéric ? Avant de parler du cas d'investissement, qui à mon avis reste effectivement un cas qu'on peut défendre plus tard cette année, et peut-être que les corrections qu'on observe, dans le meilleur des cas, offrent un point d'entrée pour ces investisseurs qui croient toujours en la zone euro. Mais avant de parler de ça, le cas politique, le cas de la zone euro dans son ensemble, le cas économique, le cas de la confiance, nous sommes tous touchés évidemment par ce qui se passe en Europe. Ça commence à faire long, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une combinaison de malchance et de mauvaises décisions dans tous les pays quasiment de la zone euro aujourd'hui qui font qu'on en est là dans cette situation de retard qui a plutôt tendance à s'accroître plutôt que de se réduire. Et il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de difficultés et de biais de perception, puisque si vous êtes contre l'euro, en gros, pour le dire clairement, vous trouvez ici toutes les conditions réunies pour conforter votre position, alors qu'en réalité, ce n'est pas si simple en termes notamment de cette discussion la plus tendue aujourd'hui entre le Royaume-Uni et la zone euro, de possibles bans, de possibles interdictions sur les exportations de vaccins. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Royaume-Uni a de facto une politique de restriction et une politique de nationalisme sanitaire, si on peut l'appeler ainsi. La zone euro ne l'avait pas, été trop naïve dans son ensemble et maintenant va être accusée de l'être. Les États-Unis l'ont également et cette fois strictement une politique de priorisation à leur marché domestique. Et on est dans cette situation vraiment désespérante. Encore une fois, la reprise n'est que décalée
Elle n'est pas annulée, elle n'est pas abandonnée. Mais il faut maintenant que ce retard à la vaccination notamment se comble rapidement. Alors si c'est 3 semaines selon le commissaire européen Thierry Breton, si c'est peut-être 5 ou 6 semaines, c'est à la limite pas une différence qui est importante au point de ne pas pouvoir être comblée. C'est un retard qui peut toujours être comblé. En Italie, en France, dans d'autres pays, des mesures sont prises d'urgence. Mais il faut espérer que ce soit la dernière secousse avant cette fois une trajectoire de rouverture, parce que la saison touristique de cet été est potentiellement à risque dans le cas contraire. Est-ce qu'il y a un risque, Frédéric, que la reprise, et on aura ce moment de reprise et de rouverture évidemment en Europe, quand bien même ce moment sera décalé, est-ce que la reprise pourrait être aussi forte que ce qu'on espérait, que ce qu'on a pu observer dans d'autres pays, ce grand moment d'adrénaline et de retour de la consommation, notamment dans les services, ou est-ce qu'il y a un phénomène temporel quand même qui joue, plus le temps passe, plus on évolue encore dans ces conditions de restriction, moins la reprise sera peut-être vigoureuse. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut regarder l'équation aujourd'hui ? Moi, je suis encore persuadé que cette reprise sera extrêmement forte, qu'elle surpassera toutes les attentes parce que, quelque part, vous avez ce qu'on appelle la pent-up demand dans le jargon d'économiste. Vous avez de l'épargne forcée dans une large partie, dans la plupart des pays de la zone euro. Vous avez une capacité à investir, embaucher, consommer pour tous les acteurs de l'économie qui va rester effectivement là et qui va attendre quelque part, dormir en attendant que ça se passe. Mais ce qui est le plus frappant aujourd'hui, et je crois que ça n'a jamais été le cas dans ces proportions au sortir d'une récession, c'est que la divergence entre les dynamiques outre-Atlantique aux États-Unis, où au contraire on révise à la hausse les prévisions de croissance toutes les semaines, et à nouveau des révisions à la baisse et une douche froide supplémentaire en Europe, ça c'est quelque chose qui est absolument inédit. Et effectivement, quand on parle en économie d'hystérèse, quand on parle du marché du travail qui va subir et subir des cicatrices pendant très longtemps après cette crise, c'est quelque chose qui tend à aggraver les conséquences de long terme qu'on va observer aux États-Unis en zone euro, où on sait malheureusement que déjà le potentiel de croissance est à la traîne et beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Donc tout ce qui retarde cette reprise, même si elle ne la remet pas en cause, elle malheureusement pèse sur les perspectives de croissance de long terme. Tiens, un mot des États-Unis, évidemment. Pour finir, Frédéric, on en parlait avec vous la semaine dernière. C'était un des enjeux de la réunion de politique monétaire de la Fed. Alors, la décision a été prise quelques heures après. La Fed a décidé de ne pas prolonger l'assouplissement d'un ratio réglementaire qui incombe aux banques américaines, le ratio de levier supplémentaire. On va dire, le calcul avait été assoupli déjà au plus fort de la crise en avril 2020. L'assouplissement n'est pas reconduit. Et donc, les banques américaines vont devoir réintégrer dans le calcul de ce ratio, tous les poids des treasuries et des dépôts qu'elles font auprès de la Banque centrale américaine dans le calcul de ce ratio. Comment il faut comprendre et interpréter cette décision qui paraît très technique, mais qui est importante, vous l'avez souligné plusieurs fois, Frédéric? Premièrement, ce sont les taux d'intérêt de long terme qui restent le driver principal des marchés, notamment pour la tech, le Nasdaq, mais au-delà, pour tous les marchés, à mon avis, cette année. Donc tout ce qui, malheureusement, pousse les taux à la hausse, ils ont rebaissé depuis vendredi pour des mauvaises raisons, mais cette décision de la Fed a plutôt accéléré le mouvement, est une mauvaise nouvelle dans l'immédiat. Deuxièmement, sur le fond, c'est une décision qui paraît peu justifiable de mon point de vue dans le contexte international. C'est la seule banque centrale des grandes banques centrales des pays développés qui exclut notamment les réserves des banques auprès de la Banque centrale de ce calcul de ratio qui sont pourtant par définition des actifs absolument sans risque. Donc c'est une décision discutable à laquelle le marché ne s'attendait pas complètement. Mais néanmoins la Fed est flexible et il est possible que les discussions, les négociations qui s'ouvrent débouchent en fait sur une harmonisation et un changement à nouveau de ce ratio. Et enfin, ça, à mon avis, témoigne d'une fragilité, d'une vulnérabilité des marchés dans l'ensemble, parce que c'est une situation et une décision extrêmement technique que quelques experts suivent de près et qui a fait complètement décaler les marchés en fin de semaine dernière. Donc on voit bien qu'effectivement on peut retrouver des excuses, des prétextes parfois pour des corrections qui, on l'espère, restent temporaires. Bon, des phénomènes techniques de plomberie, mais en ce moment la plomberie banque centrale, c'est quand même un vrai gros sujet pour les marchés et pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'on a vu vendredi les banques américaines notamment qui ont le plus souffert sur le marché à Wall Street. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée pour développer et analyser les enjeux de marché, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Fin de cette édition de Smart Bourse la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.